Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Next is Different webinar. On a un Bonjour partenariat très Olivier. intéressant puisqu'on a la Factory du cercle Montesquieu. On va en parler un tout petit peu avec Martial. Et puis Predictis pour un sujet très intéressant qui concerne bien évidemment le marché du droit et tous les professionnels de droit, puisqu'il s'agit de tout ce qui va être réclamation, précontentieux, sinistre, claim, tout ce qui sont ces données-là et comment est-ce qu'on peut les valoriser, aussi bien ces données internes qui sont celles de l'entreprise, si on arrive à les retrouver déjà, et puis à les structurer, et puis toutes les données externes à l'entreprise par rapport à votre direction. Je vois qu'on est là jusqu'à 10h00 comme d'habitude. Merci à toutes les personnes présentes qu'on va faire rentrer au fur et à mesure. On a effectivement d'invités, beaucoup de participants. Merci à Martial Houy, qui est secrétaire général du PMU, et puis qui représente le cercle Montesquieu. Martial, tu vas nous en dire un tout petit mot, puis la factory du cercle. Merci à Guillaume Ecketweller, directeur juridique groupe de CMA CGM, d'être à nos côtés. Et enfin, merci à Bonjour. Eric Merville, qui est Claims Director chez Generali. Et puis notre partenaire qui est Predictis avec Louis Larrette Chain. Merci Louis d'être là, directeur général et fondateur de Predictis. Donc on va aller assez vite puisqu'une fois encore, c'est peu de temps puisqu'on a jusqu'à 10 heures. On va essayer de faire un petit peu le tour de ce sujet qui est vaste, hein. On pourrait passer une matinée entière pour qu'on regarde comment est-ce qu'on va aujourd'hui, puis demain, gérer ces données. Un mot peut-être, Martial, les 30 secondes de publicité sur le cercle et sur la factory du cercle, pour qu'on puisse après démarrer tout de suite. Ouais, très très rapidement, parce que c'est pas le cœur du sujet. Merci Olivier, et bonjour tout le monde. Le Cercle Montesquieu, c'est une association de directeurs juridiques, c'est l'association des directeurs juridiques, et plus largement des General Counsel, parce qu'on a élargi le recrutement de nos membres à tous les métiers connexes qui n'étaient pas auparavant qui ne pouvaient pas auparavant être membres du Cercle Montesquieu. On a ouvert à la compliance, on a ouvert aux affaires publiques, on a ouvert à tous ces métiers finalement qui concernent même de manière indirecte le métier de directeur juridique et en tous les cas des métiers dont les directeurs juridiques ne peuvent pas se désintéresser. Dans ce cadre-là, on a créé la Factory du Cercle qui est animée par Amélie Debro, qui est directeur juridique Europe du Sud de Proofpoint, et Olivier Bellondrade, qui est vice-président du Cercle et directeur juridique de Banque Postale Assurance, qui est composé aujourd'hui d'une quarantaine de membres. Je sais qu'il y a plusieurs membres du Cercle qui sont présents sur ce webinaire. J'en ai vu quelques-uns rentrer, dont un de mes filleuls. Que je salue. La Factory du Cercle, ça permet de... On propose des ateliers d'animation sur les legal tech, sur le legal design, sur tous les métiers d'avenir en fait de la direction juridique, stratégie de changement, mais accompagnement au changement, partage d'expérience pour les directeurs juridiques. Et donc j'invite tous les membres du cercle qui sont présents ici, en tout cas, à s'y intéresser de très très près parce que c'est l'avenir de nos métiers et du métier de nos juristes dont on parle. Merci Martial. 30 secondes, Louis, sur Predictis. J'allais dire le pitch en 30 secondes de qui est Predictis, cette legal tech. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Predictis, en quelques mots, c'est un outil qui permet d'organiser toute l'information juridique et on est relativement connu sur le marché pour deux de nos fonctionnalités. D'un côté, un moteur de recherche qui permet de trier avec beaucoup d'efficacité notamment les décisions de justice, et de l'autre, un outil d'analyse statistique qui permet d'évaluer les chances de gagner un procès, les montants d'indemnité, ce qui est beaucoup utilisé au sein du monde du droit pour arriver à mieux négocier, mieux provisionner. J'espère qu'on aura le temps de creuser ça tout à l'heure. Merci Louis. Donc on va voir, ça va être une évolution du professionnel du droit qui va devenir aussi un professionnel du chiffre peut-être, de la donnée, de la statistique, de la probabilité. Éric Merville, on s'est parlé pour préparer c'était assez passionnant d'ailleurs l'entretien qu'on a eu ensemble. Si on dresse un tableau, alors on va assez vite comprendre pourquoi une société comme Generali va regarder de la data, et d'ailleurs depuis quelques temps, vos sujets, c'est des milliers, on ne va pas donner le chiffre, mais c'est des milliers de sinistres et de contentieux. C'est au cœur du dispositif, même du business model, hein, des assurances. Comment est arrivé et quel est le projet en fait sur lequel vous avez travaillé depuis 2-3 ans de mémoire? Merci Olivier, bonjour à tous. Oui, Vous êtes en mute, Eric.
C'est plus facile quand le micro est ouvert. Bonjour à tous. Oui, merci Olivier. Je le disais, l'assurance, bien sûr, est confrontée à un certain nombre de contentieux et je pense que chez Generali, comme chez tous les assureurs, on a un vrai enjeu à ce que nos contentieux diminuent. Nos contentieux nous coûtent très cher. Un dossier contentieux versus c'est un dossier amiable. Je ne vous donnerai pas les ratios, mais c'est des coefficients multiplicateurs assez conséquents. Ça génère aussi de l'insatisfaction auprès de nos clients. Donc depuis 3 ans, Generali, on cherche à diminuer le nombre de nos contentieux. Donc comment on a fait? Évidemment, on a 2 leviers. Un, on utilise notre data pour comprendre pourquoi aujourd'hui on a du contentieux dans tel secteur. Ça, c'est la première chose. Et puis, là, je me tourne vers les Legal Tech et Predictis. Comment demain on peut doter nos collaborateurs d'outils qui vont dans leur stratégie, dans leurs décisions, être capables justement de prendre les bonnes décisions et éviter les contentieux. Voilà, en quelques secondes, comment Generali aborde le contentieux. Ça fait 3 ans qu'on a lancé des projets bien spécifiques. Une des targets de Generali, c'est réduire le contentieux, bien évidemment, pour satisfaire nos clients. Et puis dans les charges techniques, bien évidemment, rajouter de la certitude, les diminuer, donc pour le bénéfice de l'assureur et de ses clients. Je pose les questions, vous ne répondez que ce qui vous permet de garder la confidentialité. Il y a quand même un gros travail d'analyse et de ratio entre un sinistre, puis un sinistre qui devient contentieux, et en termes d'apport, de création de valeur et d'amélioration de la marge, on est vraiment sur ces sujets-là. Il y a un vrai travail qui a été fait en amont. Tout à fait. Ce qui nous intéresse, et c'est là où l'utilisation de la data en interne devient intéressant, c'est que on commence à être capable aujourd'hui à comprendre les causes d'un contentieux. Voilà. Si vous prenez une branche, par exemple, allez, tout le monde va sourire, la construction. Vous savez qu'en assurance, la construction est par définition une branche extrêmement, je dirais, exposée au contentieux. Et on a été capable, je dirais, de définir des arbres de compréhension de pourquoi on a des contentieux en construction. Donc, il y a différents facteurs, bien évidemment, exogènes, internes, externes. J'allais dire, voilà, on peut avoir des problématiques parce qu'on n'est pas assez rapide, on n'est pas assez performant. On a des situations aussi où on a des maîtres d'ouvrage qui, systématiquement, pour pouvoir préserver leurs chances de recours, vont assigner tout le monde. Donc, il faut qu'on soit capable de comprendre le pourquoi du comment. Et bien évidemment, après, ce qui est très important, c'est qu'on est capable de mettre en place des actions pour éviter, diminuer ces contentieux. Et bien évidemment, avec tous les indicateurs qu'on est capable maintenant de mettre en place, on est capable, bien entendu, de mesurer l'efficacité. Et ces efficacités se traduisent bien sûr en euros gagnés, parce que ça, c'est le plus important quand même dans l'histoire. Et donc, on est vraiment dans ces domaines-là. Donc, on travaille avec nos data scientists qui nous permettent de pouvoir analyser les données. Et puis, bien évidemment, ce qui est très intéressant, là, je me retourne après vers Louis, être capable, bien évidemment, de trouver des données externes qui vont venir enrichir un peu toute notre compréhension. Voilà, on est en train d'essayer de transformer nos collaborateurs en 3.0 pour être autonomes, un peu plus autonomes dans les prises d'analyse, les prises de décision, et finalement faire appel après aux professionnels du droit uniquement que lorsque nous avons des intérêts bien spécifiques. Donc voilà, aussi un grand changement en termes de mentalité, un grand changement en termes, je dirais, d'approche. Donc le métier est en train d'évoluer très, très, très vite. Merci, on va y aller tout doucement sur ces sujets, cette transformation, les nouvelles compétences, les nouveaux rôles, les nouveaux profils. Vous avez parlé de data scientists. Ils ne font pas partie de la direction juridique, mais ils font partie justement de ce périmètre, de plus en plus de compétences pluridisciplinaires qui viennent travailler à vos côtés. Guillaume Eckert-Veller, CMA-CGM, beaucoup de transports, beaucoup de produits, peut-être beaucoup de claims aussi, un grand leader du transport maritime et maintenant aérien. J'ai vu, je ne sais plus si tu as ton deuxième ou troisième avion. Donc il y a beaucoup plus que ça, plus que ça. Ah, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Merci, les claims et les sujets justement qu'on est en train de traiter sur ces réclamations, précontentieux, contentieux et la volumétrie. Est-ce que tu peux nous en dire? Absolument. Donc, CMA-CGM, une page de pub. Donc, c'est un groupe marseillais de transport maritime et de logistique qui réalise à peu près 32 milliards de chiffre d'affaires, c'est pour l'année dernière, qui déplace, en tout cas transporte 21 millions d'EVP. Un EVP, c'est un équivalent 20 pieds, c'est un conteneur de 20 pieds en fait. Donc 21 millions de conteneurs sont transportés.
desservant 420 ports d'escale à peu près pour plus d'une centaine de lignes maritimes. Et ça, c'est pour le volet maritime. CMA-CGM, c'est également une activité logistique avec Seva Logistique, essentiellement présent aux États-Unis. C'est de la logistique de freight management, mais également de contract logistique, pour ceux qui connaissent la logistique. Et c'est depuis récemment une activité de air cargo. Donc, on offre à nos clients des solutions intégrées, intégrant à la fois donc le leg maritime, entre guillemets, et puis la terre, la route, le rail et l'aérien désormais, avec une flotte de 330 full freighter et de Boeing 777 à venir pour une flotte de à peu près 6 appareils. C'est une activité récente qui a quelques mois dans le groupe. On apporte un service de très bonne qualité à nos clients. Pour autant, il peut effectivement se trouver des situations de marchandises livrées en retard ou dans des conditions parfois éventuellement de qualité diminuée. Donc, c'est à peu près par an pour nous 16 000 claims de clients. Ça, c'est pour le maritime. C'est 12 000 pour la logistique. Et alors, notre activité nouvelle d'Air Cargo, c'est 200 jusqu'à présent. Enfin, on sait qu'on en aura 200 parce qu'on a pris le benchmark de l'industrie. Okay, il y a un taux de sinistralité dans l'Air Cargo qui, compte tenu de notre volume d'activité, nous laisse comprendre que, et donc ça, on le fait, voilà. Donc ça fait un volume qui n'a rien à voir avec l'activité de Generali, naturellement, Eric, hein, puisque nous, c'est à ce stade-là, c'est pas notre top line, en fait, le sinistre. J'ai envie de dire, ça vient impacter notre rentabilité, donc on ne le traite pas avec le même niveau d'importance. Pour autant, c'est quelque chose qu'on souhaite professionnaliser dans le traitement. On l'a fait assez longtemps, un petit peu à la mano. Aujourd'hui, on ne le fait plus à la mano parce que la première tranche de claim est réglée et processée en SSC. On a mais un SSC qui est donc internalisé, qui est en Inde, pour le gros paquet pour la totalité des claims dans leur version, enfin dans leur début de vie en fait. Et puis ensuite, selon la nature que ça prend, en particulier quand ça prend un tour contentieux, elles sont entre guillemets rapatriées dans les regional office ou dans les agences ou pour les plus grosses à Marseille, donc au siège de CMA-CGM, où là elles sont traitées. Le traitement, on avait deux choses. Je suis ravi d'entendre la solution de Louis, je pense que ce sera l'occasion d'en parler post-call. Hein. Oui. Mais on était plutôt pas mal organisé pour les ranger, les classer, en fait, en administrer le traitement pour l'aspect back-office. Et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de développer une solution. Alors, on le fait un peu à ce stade, on le définit à la maison, en fait, en interne. C'est une solution qui serait de front office, qui ferait que le client lui-même file en fait son claim un peu sur son iPhone, prend les photos. Donc les pièces qui supportent la réclamation client seraient filées directement par le client sur l'application, ce qui permet effectivement, de faire supporter une partie du travail par le client, de lui donner cette commodité. Je pense qu'il y a un win-win à trouver. Et puis par ailleurs, idéalement, Eric, c'est qu'on puisse, le jour venu, interfacer avec les assureurs notre application, puisque trop de nos juristes internes font un peu comment dit-on, le facteur entre le client qui dépose ses pièces, qui supporte sa réclamation, et les assureurs. Donc là, il y a du temps perdu. Comme vous le savez, l'un des enjeux, en tout cas pour nous, chez CMA-CGM de la direction juridique, c'est de s'assurer que les lawyers sont sur les jobs à plus forte valeur ajoutée. Assez naturellement, faire la boîte aux lettres, c'est pas ce sur quoi les lawyers sont attendus chez nous. Et donc cet outil aurait également cet intérêt. Voilà en introduction, je ne vais pas être beaucoup plus précis que ça à ce stade, peut-être. Oui, merci. On voit quand même qu'on est aussi, même si tu minimises, quand même sur des volumes assez conséquents de réclamations et puis qui peuvent arriver de partout
C'est aussi ça qui est important. CMA-CGM, c'est partout dans le monde. Donc, c'est pas du franco-français et c'est important. Martial, PMU, on est sur ces sujets-là aussi, hein, de réclamation. On est aussi, avant PMU, il y avait Direct Énergie où tu t'étais fait remarquer pour certains contentieux, mais là, on était plutôt sur des contentieux assez spécifiques, hein. On est plutôt sur l'unité des contentieux indemnitaires. Alors, ça serait carrément à l'opposé de ce qu'on vient de dire des réclamations. Déjà, sur cette approche de pouvoir traiter les précontentieux, les litiges, les contentieux, ces données-là, quelle est ta vision? Alors, au PMU un peu moins, parce que pour l'instant, je touche du bois, mais on a un taux de réclamation et de précontentieux clients assez faible. Mais parce que le marché, pour moi, n'est pas très mûr au final. Et en même temps, on est sur une clientèle d'habitués. Le pari hippique, c'est 90% du business du PMU. Le pari hippique, c'est quand même très spécifique. Ce sont des gens qui sont d'abord des passionnés. Je pense que nos concurrents sur les paris sportifs, nous, c'est une toute petite activité, ou sur le poker. À mon avis, il y a beaucoup plus de claims possibles, mais c'est pas tout à fait notre cœur de métier. Donc, je parlerai plus facilement de Direct Énergie, comme tous les retailers sur un marché résidentiel et qui fonctionne à partir d'un outil informatique. Quand on a une réclamation client, généralement, on en a 100, 1000, 10 000, 1 million, on ne sait pas, mais derrière chaque réclamation se cache un énorme problème, soit de facturation, soit de dysfonctionnement de notre IT. Et c'est vrai que la difficulté dans un marché comme celui-ci, je pense que c'est le cas pour les opérateurs télécoms, c'est vraiment le cas pour les énergéticiens, c'est de réussir à matcher ou à faire matcher pour une meilleure prise de décision le traitement des données internes. Comment j'enrichis, je valorise ma donnée interne sur la réclamation client, quelles sont les origines de cette réclamation client et pourquoi c'est devenu un précontentieux, c'est-à-dire où est-ce que mon service client a mal fonctionné pour que ça s'enquiste un petit peu dans notre relation avec notre client et que ça devienne un précontentieux, voire un contentieux, et en même temps les données externes, c'est-à-dire la jurisprudence et comment je fais cet arbitrage-là, comment j'ai accès à ces données-là pour un juriste en tous les cas, et peut-être même plus que les juristes pour en tout cas les traitements clients de niveau 2, on va dire, c'est pas forcément le téléconseiller de premier rang qui aura ce niveau d'analyse-là, mais au-dessus, en niveau 2 ou 3 en traitement de réclamation, de se dire, j'ai un outil qui fait que quand j'agrège mes données internes et puis ce que je peux voir de données externes, ce qu'ont pu donner des contentieux. Alors, la difficulté, je fais une toute petite incise, la difficulté, c'est que la France, c'est un pays merveilleux, mais on a démultiplié les sources potentielles de décisions de justice. Prenez les tribunaux de proximité. Quand on fait du droit de la consommation, c'est une catastrophe, en fait. Parce que vous ne pouvez jamais vous défendre. Vous n'envoyez pas un juriste ou un avocat à l'autre bout de la France pour une réclamation à 300 €. C'est pas vrai. Donc, vous allez la laisser tomber, cette réclamation client. Enfin, ce contentieux client, vous allez le laisser tomber. Donc, vous allez payer au final. Vous allez perdre. Comme ce sont des décisions à faible notoriété, c'est pas trop visible. Mais plus il y en a, plus vous démultipliez potentiellement votre risque parce que vous avez des associations de consommateurs qui peuvent s'en emparer et en faire un cas d'école. Et à chaque fois que vous perdez, vous avez un risque sériel, en fait. Le précédent crée un risque sériel. Donc, c'est cette difficulté-là qu'il convient d'arbitrer, ce mariage entre données internes, comment je valorise, j'enrichis en permanence ma donnée, qu'est-ce que j'en fais, comment je sais l'analyser et qu'est-ce que je mets en face sur le traitement des données externes, c'est-à-dire notamment les décisions de justice, même de petit niveau, parce qu'une décision de justice de petit niveau peut entraîner derrière un risque financier assez conséquent. Et c'est toute cette difficulté-là, et je pense que un outil, on ne va pas faire la promo de Predictis trop, mais Louis serait content, mais c'est vrai que ces outils-là nous aident, en tout cas, ce sont des vrais sujets de réflexion. Et aujourd'hui, un directeur juridique ou même un juriste ne peut pas s'exonérer à minima de cette réflexion-là et de regarder le panel d'offres qui existe sur le marché des legal tech en se disant j'ai besoin aujourd'hui, dans un monde qui va se judiciariser de plus en plus, avec des consommateurs qui sont très au fait de leurs droits, moins de leurs obligations, mais très au fait de leurs droits, pour venir vous chercher. Et là aussi, il y a un peu de forum shopping, hein. Vous avez les juges, vous avez le tribunal de proximité, mais il y a aussi beaucoup de recours à la DGCCRF. Donc votre réclamation client se transforme très naturellement en précontentieux quand ça part à la DGCCRF. Vous avez les associations de consommateurs qui s'érigent en juges du droit, et vous avez aussi maintenant les médiateurs sectoriels. Vous avez un médiateur dans l'énergie, un médiateur dans les jeux d'argent, un médiateur dans les télécoms. Donc vous devez gérer en même temps cet écosystème judiciaire ou préjudiciaire, on va dire, et qui de toute façon cristallise l'antagonisme qui peut exister entre vous et votre client. Parce que on parle toujours, si on revient à la source, hein, on parle d'une réclamation maltraitée.
Elle a une cause, vous avez peut-être un manquement contractuel, mais votre service client n'a pas nécessairement vu le risque ou nécessairement bien traité son client. Merci, Martial. Alors, Louis, on est au cœur même du pourquoi Predictis, du pourquoi tu as monté cette Legal Tech. Hein. Comment justement ça fonctionne en fait, pour qu'on essaye d'expliquer un petit peu concrètement ce qu'on peut voir à travers des outils comme Predictis. C'est remarquablement illustrant de l'état du marché, je trouve, notre conversation d'aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que aujourd'hui, la plupart des entreprises avec lesquelles je discute sont à peu près à ce stade-là. D'un côté, on s'est rendu compte qu'en interne, on générait plein de données liées à la gestion des claims et au contentieux. Et de l'autre, on se rend compte qu'on a du mal à les exploiter, alors même qu'une bonne exploitation de ces données, internes ou externes pour les décisions de justice, permettrait, en tout cas on est en droit de l'espérer, des gains significatifs en matière de déjudiciarisation, d'augmentation des capacités de négociation de l'ensemble des équipes qui gèrent ces dossiers-là. Et effectivement, Predictis a en grande partie été construit pour gérer spécifiquement ces cas-là. Et en discutant avec Olivier pour organiser cette conférence en ligne, on s'est dit que le plus parlant pour nourrir le débat, ce serait peut-être de rapidement prendre un exemple pour tout simplement montrer aujourd'hui, sur un cas extrêmement concret, comment peut fonctionner Predictis. Donc c'est ce que je me propose de faire tout de suite en partageant mon écran. Donc là, je suis sur la page d'accueil de Predictis. Est-ce que, Olivier, tu peux me confirmer que l'écran est bien... C'est bon, on voit ton écran. Donc, en quelques mots, Predictis, c'est un outil qui permet de faire pas mal de choses. On va pas du tout traverser l'ensemble de l'outil aujourd'hui, mais vous pouvez globalement accéder depuis cette barre de recherche à la Google à 4 grandes briques. La jurisprudence, on va dire, externe, celle qui est chargée par défaut dans l'outil. C'est des millions et des millions de décisions de justice qu'on récupère par tout un tas de biais. Aux analyses statistiques, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Évidemment, à des actualités de la doctrine et puis à sa propre documentation interne. Mais mettons aujourd'hui, pour les besoins de la cause, que je sois un juriste en charge de la gestion des contentieux au sein du Crédit Agricole. Alors, j'ai pris le Crédit Agricole, hein, ça aurait pu être des centaines d'autres. J'espère que personne ne le prendra mal ici. Et je peux être, par exemple, confronté à une problématique de perte de chance, ce qui est souvent invoqué dans des contrats dans le monde de la banque. Donc, en tapant ici un ensemble de mots-clés, l'outil va par défaut fouiller dans l'onglet jurisprudence ici et me sort l'intégralité des décisions de justice qui correspondent à ma requête. Alors, à ce stade, juste une précision, on propose à l'intégralité de nos clients de mutualiser leurs décisions de justice et de les apporter dans la plateforme. Donc, tous nos clients, que ce soit des cabinets d'avocats comme Allen Overy, Auguste de Busy ou des compagnies d'assurance, des directions juridiques, peuvent importer leurs décisions de justice, ce qui permet évidemment d'y accéder avec le moteur de recherche, mais également de faire des analyses sur son propre contentieux. Donc là, quand on est une entreprise qui est confrontée à quelques centaines de dossiers contentieux par an, et puis évidemment, si c'est plus, ce sera encore plus utile, il y a un intérêt fort à les charger pour les retrouver, et puis évidemment pour les analyser. Donc, je suis juriste au Crédit Agricole. Je suis en train de faire ma recherche sur la perte de chance. J'ai la possibilité ici dans la marge, si vous voyez ma souris bouger, d'apporter des filtres. Certains sont assez classiques, comme un filtre par date ou par juridiction, par exemple. Et à ce stade, je peux même choisir de zoomer sur une caisse régionale en particulier. Mettons que là, par exemple, je sois au sein de la caisse régionale de Normandie. Je peux aller la sélectionner ici, dans l'onglet Entreprise Administration, en allant sélectionner la caisse régionale qui me plaît. Les algorithmes de Predictis décortiquent les décisions et vont remonter toutes celles, les plus de 500 ici, qui concernent le Crédit Agricole et sa caisse régionale. On le voit là, Crédit Agricole Mutuelle de Normandie. Donc là, dans un monde normal, ce qu'il faut faire, c'est aller ouvrir toutes les décisions une par une et les lire, ce qui est extrêmement fastidieux. Mais grâce à Predictis, il est possible de les analyser et d'en avoir une vue cartographiée. Pour faire ça, il suffit d'aller dans Analyse et de choisir ce qu'on souhaite obtenir ou ce qu'on souhaite éviter dans ce type de cas. Mettons là que ce soit la perte de chance, je peux cliquer dessus et là, Predictis va afficher une jauge qui vous donne un aperçu des enjeux du dossier. Donc ici, en vert, en tout petit, on voit qu'il y a 2 demandes qui ont été acceptées par les juridictions de reconnaissance de la perte de chance.
Et l'immense majorité des demandes ont été refusées. J'ai pris cet exemple parce qu'il est illustrant, je pense, de la qualité du travail du Crédit Agricole. L'immense majorité des dossiers en perte de chance dans lesquels ils ont été impliqués ont été jugés en leur faveur. Mais le monde est parfois un peu plus partagé. Si par exemple je supprime cette caisse régionale et que j'analyse tout le contentieux du Crédit Agricole, dans ce cas-là, on se rend compte que c'est un peu plus mitigé et qu'ici, il y a plus de dossiers qui ont tendance à être acceptés, même si la tendance reste globalement majoritaire. Donc, cet outil permet à la fois d'analyser tout le contentieux extérieur, et avec l'open data, je pense qu'il est de notre responsabilité de préparer ce monde qui arrive, ce monde dans lequel on va avoir accès à toutes les décisions de justice, aux 4,3 millions de décisions de justice qui sont rendues chaque année. Et ça, on peut le faire en travaillant sur les données externes et également en travaillant sur ces données internes. Et puis après, Predictis, je pense que vous connaissez dans votre grande majorité les différentes modalités. Ça permet ensuite de calculer un taux d'acceptation et de le faire varier par juridiction pour aller constater éventuellement des écarts, voire même d'évaluer un montant d'indemnité pour aller provisionner avec plus de finesse, négocier avec plus de facilité, toutes ces informations étant susceptibles d'être exportées sous la forme d'un rapport qui est extrêmement simple à générer. Donc voilà, c'est un outil qui permet en un mot à la fois d'avoir un moteur de recherche qui est très pertinent sur la jurisprudence et d'autres sources documentaires, et puis évidemment d'avoir une approche, on va dire, plus statistique de son contentieux. Essentiellement, d'ailleurs, quand on fait l'effort de le cartographier, d'importer ses propres décisions, ce qui permet de prendre des meilleures décisions, de déjudiciariser et d'arriver à approvisionner avec plus d'efficacité. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, merci Louis. Olivier, Non, et que ça nourrit utilement le débat. C'est très précis. On va pouvoir, avec l'outil, ce qu'on disait au début, regarder les données externes et regarder les données internes et puis travailler ces sujets. Éric Merville, sur justement ces données que vous obtenez grâce à vos data scientists, comme vous disiez, ou les données que vous obtenez en travaillant avec des outils et en regardant ce qui se passe sur le marché. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous arrivez à travailler sur des tableaux de bord, sur de la probabilité, sur des statistiques, et comment vous en prenez pour l'aide à la décision, et comment ça remonte en fait au niveau de votre entreprise? Parce que vous m'avez dit, on faisait beaucoup de prévisionnel, on faisait beaucoup d'anticipation, on essaie de apprendre du passé pour anticiper le futur, on va le dire comme ça. Comment ça fonctionne à ce stade de vos modèles? Alors pour l'instant, le prévisionnel, on va dire qu'on en est encore assez loin. Ce qu'on est capable de faire, bien évidemment, comme tout assureur, c'est sortir des statistiques je dirais du passé. C'est vrai qu'on a la chance finalement d'avoir un historique du contentieux assez riche. Donc, on en est vraiment aujourd'hui à l'analyser. Donc oui, on est aujourd'hui capable d'avoir des indicateurs qui nous permettent de savoir si les tendances par secteur, par typologie sont bien orientées. Encore une fois, comme je pense qu'on est tous intéressés, le moins de contentieux, bien évidemment, est bénéfique pour tout le monde. On a ces indicateurs-là, ça c'est important. Donc, ce que je vous ai expliqué en introduction tout à l'heure, c'est qu'on commence à aller sur le terrain de la prévention. Alors, prévention du contentieux, voilà, c'est comprendre exactement pourquoi on a du contentieux. Et donc là, oui, on commence doucement mais sûrement à être en capacité de mesurer, bien évidemment, les effets de nos formations, de nos éléments correctifs, puisque bien évidemment, une fois qu'on a compris pourquoi, ou du moins qu'on espère comprendre pourquoi on a du contentieux, pourquoi il y a des dérives, à ce moment-là, on est capable, bien évidemment, d'apporter des réponses et puis bien sûr mesurer si ces réponses vont être effectives. Donc ça passe bien évidemment par l'enrichissement de la data. Ça c'est un vrai sujet bien évidemment que je pense qu'on a tous. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'au départ on avait un peu de data mais que la data elle n'était pas forcément fiable. Donc on a eu un gros travail, on a continué à avoir un gros travail bien évidemment de qualification, s'assurer qu'on est en capacité de retrouver l'info. Alors ce qui est assez intéressant c'est que nos bases de données ne sont pas forcément les plus riches.
mais on s'aperçoit que finalement, aujourd'hui, les technos nous permettent de commencer à faire du pick and choose dans les rapports d'experts ou les rapports de nos avocats. Et doucement mais sûrement, on commence à venir un peu compléter et enrichir nos données. Donc ça, on en est au début. Hein. Faut être raisonnable et je dirais, et bien entendu, savoir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Bien évidemment, la suite, on verra après que si Predictis répond à nos besoins, mais c'est d'aller justement sur cette convergence de mix de data interne et de données externes. Donc ça, c'est vraiment important. Donc oui, Generali aujourd'hui est capable de mesurer sa performance sur le contentieux. Bon, on avait beaucoup de dossiers, mais aujourd'hui, le contentieux chez Generali, c'est quoi? C'est quelques pourcents de dossiers contentieux, donc c'est pas grand-chose. Si on regarde les enjeux financiers, par contre là, c'est un peu plus conséquent, bien évidemment. Donc vous comprenez pourquoi c'est important pour nous d'avoir cette maîtrise. Mais oui, on commence à avoir des données beaucoup plus fines, voilà, financières. Donc, on sait aujourd'hui ce que coûte un dossier amiable. On est capable de comparer un dossier amiable. Prenez le même dossier contentieux, en général vous faites peur. Alors on va même ne serait-ce qu'enlever le coût de nos avocats, bien évidemment, mais dans le côté, je dirais, aléatoire de la décision, c'est là où, bien évidemment, Oui. on cherche à réduire cet aléa de plus en plus pour être en capacité, bien évidemment, de pouvoir provisionner, puisque à la sueur que je suis, bien évidemment, la provision de mes dossiers est quelque chose de fondamental, puisque ça, bien sûr, impacte mes résultats courants et futurs. Ça permet d'éviter de mobiliser du capital, bien évidemment, puisqu'à chaque provision, on met du capital. Et donc, vous imaginez toute la chaîne claire que ça peut générer. Donc voilà, on en est à ce stade-là. Donc on n'est pas encore pour l'instant, et ça c'est ce qui nous intéresse au niveau des legal tech, de voir si demain on peut être un peu plus dans le prédictif, savoir si demain on serait capable de pouvoir avoir des tendances de jurisprudence ou des tendances de cours qui donneraient des signaux intéressants. Donc ça, bien évidemment, c'est des choses qu'on regarde précisément. Je reviens encore une fois sur la capacité du collaborateur, du gestionnaire, être dans sa stratégie, dans l'analyse de son dossier, en capacité de prendre les bonnes décisions ou d'anticiper au maximum pour justement réduire le contentieux ou prendre, je dirais, des choix très, très forts. On parlait tout à l'heure de sériel, là aussi c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'assureur que nous sommes. Bien évidemment, on a aussi ces effets je dirais, d'associations de victimes, de consommateurs qui sont de plus en plus affûtés et qui vont bien entendu chercher, alors on parle de class actions à la française, vous imaginez aussi ces tendances qui vont, je dirais, pas nous balayer, je l'espère, parce que bon, j'ai connu ça dans mes vies antérieures aux États-Unis où c'est le marché anglo-saxon, voilà, et tendances un peu inquiétantes sur ce qu'on peut voir je dirais en France aujourd'hui. Donc là aussi, comment être en capacité d'anticiper ces tendances. Bien sûr, ça évolue de tous les côtés, pas seulement du côté des professionnels de droit, mais aussi du côté du justiciable. Louis, tu as levé la main, tu voulais intervenir? Merci beaucoup. Oui, c'était pour rebondir sur l'aspect complémentaire entre les données internes et les données externes. Pour nourrir le débat, je pense qu'il y a une information qui est importante à avoir, c'est qu'aujourd'hui en France, l'accès notamment aux décisions de justice qui sont souvent nécessaires pour anticiper l'issue potentielle, probable d'un contentieux, en France, on a seulement accès aux décisions des hautes juridictions et des 36 cours d'appel judiciaires et des 8 cours administratifs d'appel. Ce niveau-là, on y a accès de façon quasiment exhaustive, à plus de 80% aujourd'hui en France. En revanche, le niveau de première instance, celui-là échappe encore largement à la captation systématique. Or, il y a un phénomène, c'est que aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, vous faites l'effort, on fait l'effort de stocker ces décisions. Donc, on est soi-même assis en général sur ce petit trésor de données, et il y a des sociétés remarquablement bien organisées qui ont fait l'effort de collecter ces données depuis parfois 5, 10, 15, 20 ans. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en les apportant, on arrive à débloquer un tout nouveau niveau de compréhension et sans, je pense, trahir de secret de fabrique. Ce dont on s'est rendu compte avec Eric, c'est que s'il manquait ce niveau de première instance pour les opérationnels, il y avait une frustration parce qu'évidemment, comme tous les dossiers ne vont pas en appel, on se rend compte qu'on est limité, que ce soit pour utiliser un moteur de recherche ou faire des analyses statistiques, au niveau de l'appel, avec des dossiers parfois un peu typiques, ce sont ceux qui vont en appel, avec des enjeux souvent plus conséquents que ceux qui restent sur la première instance. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai enjeu à avoir pour ceux qui nous écoutent, à avoir bien en tête, c'est que si jamais vous n'avez pas organisé la captation de ces données, un jour, vous vous sentirez bloqué pour faire levier sur ces données internes.
Donc, stratégiquement, il faut avoir en tête que le stockage, l'organisation intelligente et pérenne des informations internes est important ensuite pour aller chercher des bénéfices en termes de négociation et autres. Ouais, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est qu'aujourd'hui, sans trop généraliser, on n'a pas forcément accès en interne à des données qui soient très qualifiées, structurées. Et donc, il y a un gros travail des directions juridiques ou des directions contentieuses à structurer la donnée, parce qu'un outil, c'est bien, mais si la donnée n'est pas structurée ou s'il n'est pas de qualité, ça va être un souci. Sur ces questions, Guillaume, justement, de récupérer, d'essayer de récupérer la donnée, l'historique, de récupérer tous ces dossiers de première instance. Comment est-ce que toi, tu vois ça à la CNA? Parce que Alors, nous, on a une problématique. Il y a deux choses qui peut-être nous séparent un tout petit peu des expériences précédentes, notamment c'est Mathieu Houle, c'est ça, non? Martial. Martial. Non, la première, c'est que nous, on est dans le B2B et on est entre professionnels, et donc il y a tout un pan de législation protectrice du consommateur, de jeux en ligne notamment, et de processus nationaux de médiation qui sont encadrés parce que c'est la mode, en fait, avant d'arriver en première instance, auquel on échappe complètement, parce qu'on se retrouve, je vous ai dit, la France, c'est moins d'1% du chiffre d'affaires de CMA-CGM. Donc le gros de nos claims, en fait, ils sont à peu près partout devant toutes les juridictions du monde, même si généralement le droit applicable, c'est le droit qu'on a choisi dans notre contrat de transport. Mais en gros, on se retrouve à peu près devant toutes les juridictions, souvent dans du B2B, et donc généralement devant des juridictions commerciales. Donc on échappe à ce pan de complexité lié à la protection des personnes physiques, en fait. Deuxième chose qu'a indiqué Éric Merville, c'est ce qui est un peu la complexité pour nous, c'est avant même de commencer à travailler, définir ou de mettre en place des outils, c'est le matériau de base, c'est les données elles-mêmes et s'assurer qu'elles soient fiables et de qualité, en fait. Et nous, on galère. Bon. Il faut, avant de faire notre petit outil là, dont j'ai parlé de gestion, qui est de front office, il faut un back office, il faut un outil back-end qui lui-même repose sur une qualité de données qui soit irréprochable, parce que sinon il faut tout refaire à terme. Donc ça, c'est une complexité à laquelle on est confronté. Les juridictions de première instance, alors ça peut être intéressant, donc dans un cadre qui n'est pas uniquement français, comme je l'ai dit, mais le prédictif pour nous, enfin tel que là on y pense, parce que nous, souvent, l'issue, en fait, elle est transigée, donc on transige, ce serait de calibrer en fonction des précédents, tels qu'ils auraient été collectés et fait tourner par la machine de Louis, qu'est-ce qui est le niveau normal à peu près de settlement d'un claim dans telle juridiction et à peu près dans tel contexte. Voilà, pour calibrer, et d'ailleurs chacun le saurait, à la fois le demandeur, celui qui demande, et nous-mêmes, et donc on aurait très vite une vue précise et de ce qui est un montant raisonnable d'indemnisation compte tenu des précédents. Et donc là, c'est également un volet de déjudiciarisation comme vous l'évoquiez. Martial, tu as levé la main? Oui, c'est juste deux petites remarques sur ce qui vient d'être dit, enfin, notamment sur ce qui vient d'être dit sur le marché grand compte. Moi, tout dépend du marché sur lequel on est, en fait, parce que et typiquement sur un marché communautaire, quand on est présent dans plusieurs pays européens, le même droit s'applique. Et quand on est sur un marché de masse, y compris professionnel, on a exactement le même risque. Et pour le coup, je pense que ce type d'outil d'aide à la décision est encore plus fondamental parce que le risque financier est bien plus important que quand on parle d'un consommateur résidentiel. Ça, c'est le premier point. Donc, là aussi, il y a une question de marché. Quand on est sur un marché international, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Et encore une fois, moi, je fais beaucoup de contentieux économiques. Je pense que quand on fait du droit de la concurrence, c'est très, très compliqué d'utiliser ce type d'outil parce que il n'y a pas une décision qui se ressemble et en même temps, on ne peut pas prévoir ou prédire
même si je n'aime pas ces termes-là, le comportement des concurrents qui vont nous attaquer. Ça, c'est plus compliqué. C'est pas nécessairement lié à un dysfonctionnement, c'est lié aussi à une stratégie d'agression, et là, je sais de quoi je parle, du concurrent qui vous veut pas que du bien. La deuxième remarque, c'est sur l'accès à la data. Et ça, je crois que c'est un vrai sujet de positionnement interne pour les directions juridiques. Et là, moi, je trouve qu'on est très faiblard, pour parler crûment. D'abord parce que même au stade de la relation client, je ne suis pas certain que les données soient totalement bien traitées, bien valorisées, bien agrégées pour permettre une analyse de fond qui permettrait d'être utilisée. Ça, c'est un premier point. Mais pour le coup, comme ce n'est pas fait, je pense que les directions juridiques ont un rôle fondamental. Parce qu'on va nous les utiliser dans un sens bien déterminé, qui est justement de prévenir le risque. Et là, on est en plein dans notre métier de gestion de risque. Et ce n'est pas fait. Et je crois qu'il y a un champ d'action en termes de gestion de risque pour les directions juridiques, de s'intéresser aussi aux outils de leur relation client. Je crois que mon successeur chez Direct Energy, j'ai vu passer, il vient de se connecter, je pense, Frédéric. Chez Direct Energy, je ne sais pas si ça a été lancé ou pas, mais il y a quelques années, il y a un outil qui a été lancé où on faisait une analyse de reconnaissance vocale pour tester l'exaspération ou le contentement du client. C'est-à-dire qu'à la tonalité de la voix, on regardait si le client était content de son appel au service client ou pas content de son appel. Et maintenant, il y a même un truc facial, hein, semble-t-il, qui existe. Alors, je pense que Direct Energy, pour l'instant, on fait que du téléphone, mais bon, Frédéric me corrigera. Mais et ça, cet outil-là, les juristes, on s'y est, nous, j'étais en charge à l'époque, on ne s'y est pas tellement intéressé, c'est un tort. Je pense que rétrospectivement, ce genre d'outils, on doit les utiliser, peut-être traiter la matière qu'elle donne et être capable d'en tirer des raisonnements, des analyses et aller chercher après le matching avec les données externes de jurisprudence. Et là, effectivement, Louis a raison, les données de premier niveau, de première instance, notamment de tribunaux de proximité, parce que quand on fait beaucoup de marchés de détail, on n'y a pas du tout accès. Par contre, d'autres y ont accès. Moi, je me suis retrouvé dans des contentieux face à UFC Que Choisir. Ils les avaient, les décisions de tribunaux de proximité. La DGCCRF, elle les a, les décisions de tribunaux de proximité. Elle s'en sert même comme un thermomètre pour jauger du niveau de votre qualité de service et du niveau de qualité de votre relation client. Donc, le vrai sujet pour moi, c'est le positionnement des directions juridiques. C'est un marché, c'est un champ entier d'action que l'on ne peut pas mettre de côté. Aller analyser les données quand on fait du retail market, aller analyser les données de la récla client pour voir ce qu'elles peuvent donner et petit à petit les enrichir et se doter des outils qui permettent d'anticiper le risque pour l'entreprise. Ça a deux impacts majeurs. On a à peine effleuré le sujet tout à l'heure. Un, ça permet de provisionner le risque. Et c'est quand même ça que l'on attend d'une direction juridique. Tous les ans, on doit remettre à niveau le niveau de provision dans ses comptes. Donc ça, c'est assez fondamental. Et le deuxième sujet pour une direction juridique, c'est de gérer sa charge de travail. Quand vous avez des juristes qui sont focalisés sur de la récla client pré-contentieuse, voire contentieuse, plus vous avez des données enrichies, plus vous êtes capable de gérer dans le temps et de sizer la dimension de votre équipe par rapport à une charge de travail qui s'annonce. Et ça, on ne le fait pas encore assez parce que les données, on les traite, non, on les maltraite aujourd'hui. Elles ne sont pas du tout traitées. Mais je crois que là, les directions juridiques ont une des vraies questions à se poser et un vrai travail de fond à faire qui est plutôt très valorisant. Oui, c'est très valorisant parce qu'assez vite, on cherche justement beaucoup de directions juridiques qui cherchent des indicateurs de performance, des indicateurs de création de valeur. Là, on est en plein dedans et on peut assez vite objectiver la création de valeur de performance. Si vous avez des questions à poser, levez la main et je vous donnerai la parole ou posez-les dans le chat. Aucun souci, bien évidemment, pour que ce soit interactif et que vous puissiez poser les questions que vous avez envie de poser. On a entendu Guillaume déjudiciariser, on a entendu dématérialiser, on a entendu se connecter du client qui réclame à l'assureur qui assure. On n'a pas entendu ce qu'on fait avec les avocats. Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup sur ce process-là? Les avocats, on attend pour que ce soit vraiment le contentieux important et celui justement sur lequel même la data va pas nous aider et comment tu vois l'évolution? Et après, je poserai la même question à Eric. Pardon, elle m'est adressée la question, Olivier? Oui, Guillaume. Concernant l'implication des avocats, je vous dis, là, sur 16 000, je pense au maritime CMA-CGM, donc 16 000 réclamations clients par an. On peut considérer que le gros du paquet ne prend jamais un tour pré-contentieux ou contentieux. Donc, c'est quasiment du
du customer service, en fait. Donc ça, on le traite. Ensuite, il y a une dimension à peu près contentieuse et on en traite un certain paquet. Après, il reste, en volumétrie, je ne peux pas vous dire exactement, mais il reste quelques centaines de sujets qui prennent un tour contentieux ou dans certains pays. En interne, une fois encore, on essaie d'en absorber le plus grand nombre. Et sur les dossiers les plus compliqués, je vois que Guillaume est présent d'ailleurs en ligne. Brageux, non? Oui, Guillaume est là. Je le laisserai intervenir, puisqu'on travaille un peu ensemble. Une fois encore, le cœur du truc, ça a été indiqué, c'est avec les outils, avec la data, avec la proximité entre la fonction légale et la fonction commerciale telle qu'elle a été mentionnée là, parce que c'est déterminant, ça c'est des moves ensemble. J'entendais qu'elle est motrice, la fonction juridique, mais en fait, sur ce type de sujet, elle doit s'insérer ou elle doit être, en tout cas, elle ne peut pas y aller tout seul. Et avec notamment la direction commerciale et l'e-commerce, parce qu'in fine, vous avez compris que mon application de traitement des claims, à la fin, ça va être un volet du site e-commerce de CMA-CGM quand on file un mécontentement. Donc la démarche, elle est commune. C'est pareil quand on souhaite vendre des produits nouveaux. On a par exemple un nouveau produit qui s'appelle Serenity. Ça, c'est un produit d'assurance et naturellement, celui-là, on veut le pousser vers les clients les plus susceptibles de vouloir l'acheter, de vouloir payer ce service en plus. Donc ça, effectivement, c'est la data. Donc la proximité avec le commercial, je pense qu'elle est déterminante. Tous ces outils pour que les lawyers internes soient sur les sujets à la plus forte valeur ajoutée et comme les avocats, où nous, on confie nos contentieux les plus compliqués, les plus touchy, les plus majeurs aux avocats pour avoir là le traitement le meilleur. Mais j'ai peur que le gros du paquet, le gros du paquet, c'est pour nous. Et en revanche, il faut qu'on soit capable de flécher très exactement les contentieux vers le bon lawyer au bon moment, et de telle sorte qu'on ces sujets soient traités de la façon la plus efficace. Je pense que c'est à peu près ça. Après, il peut y avoir des solutions d'outsourcing à un stade plus précoce. Je ne pense pas que ce soit le positionnement des lawyers. Et je pense que la spécificité métier est trop forte. Mais bon, to be discussed. Hein. Oui, c'est plutôt des alternatives legal service providers qui sont en train de se positionner sur ces sujets-là. Alors moi, je ne connais pas encore très bien l'industrie, mais je laisse réagir. Guillaume, si tu veux réagir, aucun souci. D'abord, peut-être Eric, sur ce sujet justement de l'intervention ou non des avocats. Je vais me répéter, aujourd'hui, alors, le métier d'avocat ne va pas disparaître pour les assureurs, bien évidemment, mais ce qui est certain, c'est que pour toute une frange de petits contentieux, chez Generali, nous, ce qui nous intéresse, justement, c'est d'être plus autonome et faire moins appel à nos avocats. Donc ça, c'est vraiment une stratégie assez claire. Donc c'est un peu bon, bien évidemment, on aura toujours besoin d'avocats. Je le vois là dans toute notre problématique de la perte d'exploitation liée au Covid. Vous imaginez bien la valeur ajoutée. Chez Generali, on a un panel de plusieurs cabinets qui nous conseillent, donc qui nous permettent, et sur des dossiers et sur une vision globale, d'avoir une vraie stratégie. Et donc, voilà, la vraie valeur ajoutée de ces cabinets, elle est vraiment, vraiment, vraiment claire. Donc, oui, on continuera bien évidemment à travailler avec les avocats, c'est fondamental, besoin d'être représenté sur le bas du segment, sur les petits dossiers ou même sur des stratégies de précontentieux. Voilà, on part sur des logiques, bien évidemment, de trouver des solutions. Alors, il y a tout ce qui est voilà, de négociation, bien évidemment, toutes ces solutions alternatives pour pouvoir éviter le contentieux. On y travaille énormément avec le soutien des avocats, bien évidemment. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais, comme je l'ai dit, on va dire que le bas du segment risque demain nous, on souhaite le diminuer au maximum. D'accord. Il nous reste 5 minutes. Louis, tu veux réagir, tu veux lever la main? Un élément là-dessus, sachez que les avocats se sont massivement saisis de ces problématiques, notamment pour une raison qui tient au fait que, de la même façon que le nom des personnes morales est maintenu dans les décisions de justice,
le nom des cabinets d'avocats, mais aussi des avocats en leur nom propre, est également conservé dans les décisions de justice. Donc, d'ores et déjà, sur Predictis, vous pouvez essayer de calculer problématique par problématique quels sont les avocats qui sont les plus experts dans telle juridiction, dans tel domaine. C'est ce qui explique aussi que les avocats chargent massivement des décisions de justice dans Predictis. Et c'est parfois à l'occasion de pitch pour convaincre des clients d'exporter des rapports d'analyse sur leur propre contentieux, de telle sorte à montrer qu'ils sont les mieux placés. Donc le monde de l'avocature n'est pas du tout en reste et je pense a bien conscience des enjeux liés à l'exploitation des données. Ouais, c'est plus une question de posture, de positionnement et de stratégie sur quoi ils veulent se positionner que de problème de déclin de marché qui est justement l'inverse, plutôt sur ces sujets, sur cette industrie. 4 minutes. Eric, on avait un petit peu parlé, mais je voudrais après avoir la réaction, peut-être en guise de conclusion de Martial et de Guillaume. L'évolution de la fonction de juriste. Alors, vous avez dit, vous avez des data scientists, mais aujourd'hui et demain étant vraiment demain, les juristes vont travailler avec tous ces chiffres, vont travailler avec des statistiques et un certain nombre de tableaux de bord. C'est quoi? On va avoir d'autres profils, on va avoir les compétences et un gros travail sur la formation continue sur les juristes, sur ceux qui vous entourent aujourd'hui, comment ils ont appréhendé, travailler avec beaucoup plus de chiffres que de mots. Je vais le faire un peu simple et un peu simpliste peut-être, justement quand vous avez lancé ce projet. Oui, le métier évolue et je pense que la petite clin d'œil à Louis, quand on voit, je dirais, la complexité de nos juristes à utiliser les nouvelles technos, les nouveaux outils, on se dit qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à réaliser. Donc oui, on va certainement avoir demain besoin de profils qui seront voilà, en évolution, utiliser les technos digitales. Tu es un peu plus dans la logique du chiffre aussi. Hein. Bon, un juriste, quand vous lui parlez de sous, oui, ça lui dit quelque chose. Mais après, dans des logiques de statistiques, waouh, on a besoin d'accompagnement. Donc, on est bien évidemment dans ces schémas-là. Et puis, j'allais dire aussi, le pur juriste, où avant, moi, je voulais un dossier avec des contentieux. Aujourd'hui, on dit, bah non, votre job, c'est justement les éviter. Donc, vous imaginez un petit peu le choc émotionnel. Ah ben non, mais attendez, moi, je suis venu pour faire du contentieux. Bah non, on vous embauche, c'est pour justement l'éviter. Donc, ça devient un peu compliqué. Donc là aussi, un gros travail d'accompagnement, une formation, à être dans des réflexes où, je dirais, le droit devient un moyen et puis pas une finalité. Ce qui, chez certains assureurs ou certains gestionnaires sinistres, voilà, il y a quelques années encore, pouvait être, voilà, et ça évolue énormément. Donc, il faut vraiment accompagner nos collaborateurs dans cette, voilà, du point de vue sinistre. Oui, merci. Martial, dans cette évolution du métier et des compétences, c'est sûr qu'un bon contentieux, ça intéresse toujours un juriste intellectuellement plutôt que de gérer à éviter grâce à de la data. Mais c'est quand même le sens de l'histoire. Comment tu vois cette évolution des compétences des juristes ou des profils au sein des directions juridiques, hein? Alors, juste pour l'intérêt des contentieux, pour faire aujourd'hui beaucoup de défense, hein, c'est quand même plus sympa un contentieux quand on est en attaque, d'abord. C'est plus intéressant parce qu'on définit à la fois le rythme et la stratégie et la tactique. Quand on est en défense, on subit, donc c'est beaucoup moins sympa. Mais c'est intéressant, mais c'est moins sympa. Comment je vois le métier? Moi, je crois que de toute façon, les juristes doivent se poser une seule question, c'est quelle est la valeur ajoutée de mon métier aujourd'hui sur le business de l'entreprise dans laquelle je travaille? Si on se contente, c'est un discours que j'ai en ce moment avec mon équipe juridique au PMU, si on se contente de faire du contrat, dans 10 ans, ou même dans moins de 10 ans, dans 2 ans ou dans 3 ans, les contrats, vous irez les chercher sur des plateformes gratuites et vous n'aurez pas besoin, ils seront faits par des robots, je ne sais pas où, et vous n'aurez pas besoin d'avoir 5 juristes pour écrire des contrats. Donc, en tout cas, un contrat ne prendra pas une semaine en rédaction, ça prendra 10 minutes parce qu'il faudra juste remplir le nom des parties, peut-être mettre un plafond de responsabilité, une date d'effet et, je caricature un peu, et puis une attribution de juridiction de compétences, quoi, hein. Mais demain, ce travail-là, il va être quand même très largement simplifié. Et c'est ça le sens de l'histoire. Moi, je crois que la valeur ajoutée, elle est justement de rentrer encore plus dans le cœur, et c'est pas que du chiffre d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de chiffres et beaucoup de statistiques, vous avez raison, mais c'est de rentrer encore plus dans la matière dans laquelle on travaille, savoir la qualifier, c'est quand même ça l'essence de notre métier, savoir la qualifier juridiquement, aller au fond des causes des réclats clients, s'y intéresser et surtout être capable de tirer une analyse de risque.
Aujourd'hui, moi, je pense que notre métier, c'est de la gestion de risque, de plus en plus, beaucoup plus qu'avant. Et c'est pour ça que ces outils-là sont une aide fondamentale à la décision. On a parlé de prédictif, mais il n'y a pas que prédictif. Mais voilà, hein, ce sont des outils qui sont fondamentaux aujourd'hui. On ne peut pas s'en exonérer, en tout cas ne pas s'exonérer de la réflexion sur leur usage. Je crois que ça, c'est quand même une donnée essentielle. Moi, je crois qu'il faut en permanence, maintenant que les juristes se posent la question de leur valeur ajoutée, aillent chercher la matière là où elle est, soient capables de la qualifier pour être en mesure d'en tirer une tactique, une stratégie de défense pour l'entreprise et même une stratégie de provision. Parce que ça aussi, ça rentre dans nos sujets de réflexion. Hein. Bien sûr. Quand on gère une stratégie ou une politique de prévision, on gère du risque pour son entreprise. Et si on est bon, on ne s'est pas trop trompé à la fin dans la réalisation de ces prévisions-là. Donc, c'est de la gestion de data au sens large, pas que du chiffre, c'est de la gestion de data. Ça va impliquer quand même que les juristes sortent un tout petit peu de leur ligne de nage. Merci Martial. Pour terminer, puisqu'on a 1 minute de retard, Guillaume, sur cette évolution du métier de juriste. Moi, je souscris complètement à ce qui a été dit. Je pense que c'est très challenging aujourd'hui parce qu'en fait, on a attendu à 2 tournants. Le premier, c'est le digital, la prédiction, la data. Et en fait, on n'est pas natif de ça, donc il faut y aller et c'est pas intuitif. Donc, c'est un challenge. Rien de spécifique aux juristes. C'est pareil pour toutes les fonctions d'un groupe. Le marketing, la vente, l'orga, les opérations, la finance. Donc, rien de spécifique aux lawyers. Le digital, c'est 80% de ce qui occupe les discussions de COMEX en pratique. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Et à côté de ça, le juriste, ce que disait Martial, je souscris complètement, il faut qu'il reste, il est tout de même protégé, enfin pas protégé, mais ce qui fait tout de même sa légitimité en interne, c'est son expertise métier. Il est super bon lawyer, il connaît très bien le droit et il va à fond dedans. Et donc, aller vers l'un sans abandonner l'autre, voire en évoluant même sur l'autre, en étant dans la qualification, dans le jugement, dans le discernement, dans l'analyse top niveau, c'est très compliqué. Et c'est aussi ce qui fait le métier intéressant. Et donc, voilà. Avec de belles évolutions en perspective. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous de vous être joints de ce webinaire. Le dernier webinaire de la saison a lieu mardi prochain, dans une semaine, 6 juillet à 9h. Et là, on va avoir un paquet. 7 Legal Tech seront présentes. 7 Legal Tech représentant la Legal Tech de France Digital, avec un sujet qui va, j'espère, vous intéresser, quand la digitalisation du droit renforce la compétitivité des entreprises. C'est mardi prochain, 6 juillet à 9h, un webinaire Day One avec ensemble des partenaires. Merci Prédictis, merci la Factory du Cercle, merci Eric Merville pour Generali, Guillaume Ecketweller pour CMA-CGM et Martial Houille pour le PMU. Et puis Louis, un grand merci d'être venu et pour ta démonstration pour Prédictis. Merci bien. Louis et volontiers. Merci beaucoup. Bientôt Louis. On organise ça, À très Guillaume. bientôt. Excellente journée à tous. Merci, Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci.